Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la philosophie de Michel de Montaigne. Comme à chaque fois, je précise, je prétends pas avoir la vérité absolue sur Montaigne, donc si je fais des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'essaie toujours de répondre à tous les commentaires et de voir les suggestions que vous pouvez me faire. Mais donc aujourd'hui, le philosophe qui nous intéresse, c'est Michel de Montaigne. Et on va passer tout de suite à la biographie. Alors Montaigne, il est né en 1533 dans une famille noble de Bordeaux. Son éducation, son enfance, elle a été assez stricte, enfin il a eu une éducation qui était tout à fait typique de son époque. Son père a vraiment insisté pour faire de son fils quelqu'un d'érudit, et donc il a suivi, par le biais de son père et d'un précepteur, une éducation tout à fait classique à partir des auteurs latins et grecs que l'on étudiait à la Renaissance. Donc vraiment Montaigne, son enfance, elle est marquée par une éducation qui est tout à fait rigoureuse. On raconte même, alors est-ce que c'est véridique, est-ce que c'est une anecdote? C'est toujours difficile de discerner véritablement les deux, mais toujours est-il, on raconte que jusqu'à l'âge de 6 ans, apparemment, Montaigne, il ne savait lire que le latin. Donc c'est vraiment, voilà, il était vraiment très fort en latin, mais néanmoins, apparemment, il connaissait même pas le français. Et cette culture classique, eh bien, il l'a vraiment, pour ainsi dire, emmagasinée, ça l'a vraiment nourri, et ça va se ressentir par la suite, comme on va le voir quand on étudiera les essais. Donc au début, Montaigne, il étudie le droit et la philosophie à l'université de Toulouse, et déjà, il y a beaucoup de choses qui l'intéressent. Donc parmi les auteurs qu'il connaît très bien, entre autres, on peut citer Plutarque, Cicéron, Sénèque. Ce sont vraiment des auteurs tout à fait classiques que l'on étudie à la Renaissance et qui ont, pour ainsi dire, bercé l'éducation de Montaigne. Ensuite, lorsqu'il est déjà un petit peu plus vieux, Montaigne a noué une amitié particulièrement étroite avec Étienne de la Boétie. Donc cette amitié, elle va être vraiment très féconde parce qu'elle va marquer un tournant dans sa vie, non seulement, on va dire, pour sa vie personnelle, mais surtout ensuite pour la rédaction des essais. Puisque l'amitié des deux hommes, comme on va le voir par la suite, est assez brève, là on le voit à partir des dates, elle dure entre 1558 et 1563, jusqu'à la mort de la Boétie. Et puis c'est une amitié en quelque sorte où les deux hommes ne sont pas tout le temps ensemble. Les deux Montaigne, aussi bien Montaigne que la Boétie, ont des fonctions qui leur sont propres, et en particulier dans un contexte vraiment très tendu de guerre de religion, les deux ont des fonctions qui sont en quelque sorte de médiation pour essayer de concilier les deux camps. Donc aussi bien la Boétie que Montaigne doivent s'absenter pendant des périodes assez longues, et donc pendant ces 5 ans, c'est une période assez courte pour une amitié, eh bien il y a quand même des périodes, il y a quand même des moments où ils ne sont pas ensemble. Bref, toujours est-il, apparemment c'est vraiment une amitié qui l'a énormément marqué, et il y consacre un essai entier dans les essais, on va voir par la suite plus précisément ce chapitre, mais c'est véritablement quelque chose qui l'a beaucoup influencé. Alors on ne sait pas véritablement si c'est totalement la mort de la Boétie qui a entraîné la rédaction des essais, un petit peu comme si Montaigne avait besoin de se confesser à la suite de la mort de son ami, mais néanmoins certainement ça a véritablement une influence très forte, et c'est un moment très important dans sa vie, la mort de son ami. Donc ça c'est pour la première partie de sa vie. Alors il faut juste remarquer que la Boétie est un tout petit peu l'aîné de Montaigne, donc peut-être que le rapport amical n'était pas tout à fait égal entre les deux hommes, peut-être que Montaigne considérait davantage la Boétie comme un ami vraiment très proche, et que cette relation n'était pas nécessairement symétrique. Bon, ça on pourra jamais véritablement le savoir, puisque on est dans la tête ni de l'un ni de l'autre, mais faut juste prendre en considération cette petite asymétrie. En tout cas, l'un est vraiment très connu, déjà la Boétie a déjà écrit le discours sur la servitude volontaire, et c'est déjà un auteur vraiment reconnu à son époque, alors que Montaigne n'a pas du tout cette notoriété qu'il aura par la suite. Donc ça c'était pour la première partie de sa vie, jusqu'à la mort de son ami, donc Étienne de la Boétie en 1563. Donc à partir de ce moment, à partir de la mort de la Boétie en 1563, il commence la rédaction des essais. Donc on va s'attarder plus par la suite sur précisément ce que sont les essais, mais les essais, il faut néanmoins voir que c'est pas un livre qui s'est fait en 1 ou 2 ans, et puis ensuite, basta, c'est terminé, on passe à autre chose. Non, les essais c'est vraiment quelque chose qui a habité toute la vie adulte de Montaigne, et donc il l'a rédigé, mais il est repassé dessus pendant une vingtaine d'années. Donc du début de la rédaction jusqu'à sa mort, eh bien Montaigne n'a cessé de faire des annotations, comme on va le voir par la suite. Et puis cette œuvre, les essais, c'est vraiment un pilier de la littérature française, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup influencé tous les auteurs qui ont suivi Montaigne jusqu'à aujourd'hui. Ensuite également, pendant cette période, Montaigne, il a eu une carrière politique. On en a un tout petit peu parlé avant, il a eu le rôle de médiateur pendant les guerres de religion en France, puisque lui, Montaigne, était catholique, mais néanmoins, comme on va le voir encore une fois par la suite, eh bien, il restait assez tolérant par rapport
aux autres religions, aux autres pratiques, etc. Et donc il pouvait avoir cette posture un petit peu finalement de négociateur entre les deux camps, entre les protestants d'un côté et puis les catholiques de l'autre. Et puis non seulement il a eu ce rôle de négociateur, mais également il a eu un rôle beaucoup plus local puisque il a été maire de Bordeaux, avant il faisait partie du Parlement de Bordeaux, donc il a vraiment eu un rôle local, une influence vraiment pratique, et puis il a une connaissance directe de la politique, de sa ville, des coutumes locales, etc. C'est vraiment en quelque sorte, je vais pas dire un homme de son temps, mais c'est pas simplement un philosophe qui est reclus dans une tour d'ivoire. Alors il est dans une tour, mais en tout cas ça reste un homme qui est ancré dans la vie politique, il sait de quoi il parle, et puis il a vraiment une connaissance pratique des difficultés des gens de son temps. Néanmoins, au bout d'un certain temps, il préfère se retirer de cette vie politique pour se consacrer précisément à ses écrits, et c'est à ce moment-là justement qu'il va, pas se reclure, mais en tout cas qu'il va se retirer un petit peu de la vie beaucoup plus pratique, et puis qu'il va écrire, qu'il va réfléchir dans sa propriété, à l'abri en quelque sorte de toute l'agitation. Donc là, vous voyez sur la diapositive, il y a précisément justement la tour de son château, tour dans laquelle il rédigea, il annota, etc. Il relut en permanence les classiques, etc. Donc c'est vraiment en quelque sorte son antre, l'endroit où tout s'est passé, et donc c'est un lieu en quelque sorte qui est assez important. Pendant cette période, néanmoins, il ne reste pas complètement reclus, il n'est pas dans sa tour d'ivoire, il en profite pour faire des voyages, pour avoir des échanges, pour avoir des rencontres, etc. Donc ça reste quelqu'un qui reste dans l'échange, qui reste dans le partage. Montaigne, il n'est pas du tout, voilà encore une fois, comme un philosophe dans sa tour d'ivoire, qui est complètement retiré de toute la vie active. Non, Montaigne, ça reste quelqu'un qui est impliqué dans la vie, et les considérations purement théoriques, finalement, ça l'intéresse, mais pas plus que les autres choses. Donc il faut vraiment pas le voir comme quelqu'un de purement théorique, qui est intéressé simplement par le monde des idées, etc. Non, non, pas du tout. Montaigne, c'est véritablement quelqu'un de son temps, qui est habité par des partages, par des échanges, etc. Donc c'est vraiment un philosophe qui est, je vais pas dire dans l'action, mais en tout cas, c'est pas un philosophe purement théorique. Et puis ça se ressent dans son écriture, dans ses expériences, etc. On voit bien que Montaigne, il n'hésite pas à partager, il nous parle, il se parle, et ça se ressent. Alors néanmoins, un petit point presque paradoxal, c'est que Montaigne, il a été marié, il a eu de nombreux enfants, 6 enfants, la plupart sont morts, mais néanmoins, par rapport à l'amitié et à la façon dont il parle de l'amitié, en quelque sorte la relation qu'il a avec sa femme, ou même plus généralement de sa famille, il parle un petit peu de son père, mais on sait presque rien en fait de sa femme, de sa mère, de ses enfants, donc c'est un homme qui s'analyse énormément, qui n'a pas peur finalement d'avoir un regard introspectif et d'être complètement honnête, comme on va le voir par la suite avec justement le rôle des essais, le but des essais, mais paradoxalement par contre on en sait assez peu sur sa femme, sur sa mère, sur ses enfants. Ce sont des thèmes, ce sont des personnes qu'il aborde assez peu. À la fin de sa vie d'ailleurs, il rencontre Marie de Gournay qui a 21 ans. On ne sait pas véritablement si c'est une relation qui est plus que, on va dire, amicale. Néanmoins, donc Marie de Gournay, elle a eu un rôle assez important parce que par la suite, eh bien, elle participera à la publication de nouvelles éditions des Essais de Montaigne, et donc c'est quelqu'un qui est assez important pour la promotion des Essais de Montaigne, et ensuite pour la renommée qu'il a eue après sa mort. Donc on en arrive à la fin de sa vie. Montaigne, il est mort le 13 septembre 1592, à l'âge de 59 ans, et les Essais, c'est vraiment encore une fois un travail immense, un travail de toute une vie, dans lequel il n'hésite pas à se livrer, à nous faire part de ses expériences, de ses réflexions. C'est vraiment un travail très très moderne d'une certaine manière, et d'ailleurs à bien des titres, comme on va le voir par la suite, Montaigne, paradoxalement, c'est presque le penseur le plus moderne des philosophes prémodernes. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu sa vie, on va s'intéresser au contexte historique dans lequel Montaigne il a écrit. Donc le contexte historique de Montaigne. Alors, la Renaissance, l'époque à laquelle Montaigne il écrit, donc vers la fin du XVIe siècle, c'est un moment intéressant principalement pour 2 raisons. La première raison, c'est donc que par définition, justement, c'est un moment qui fait partie de la Renaissance. Et la Renaissance, c'est la redécouverte finalement des auteurs grecs et latins. Et donc il y a tout un mouvement finalement, en quelque sorte très très intellectuel, qui redécouvre des choses qui étaient très très belles, des écrits des philosophes antiques, etc. Et qui apporte un nouveau regard sur ces écrits. Donc c'est un moment où il y a une effervescence intellectuelle qui est très très importante, qui est très très forte, et ça va être assez intéressant justement d'être un intellectuel à ce moment-là. Et typiquement, Montaigne, il est
représentatif de ce mouvement et de cet engouement qu'il y a pour la redécouverte des auteurs grecs et latins, un nouveau regard sur les choses, etc. Et puis un nouveau regard sur l'humanité avec le mouvement humaniste qui s'est développé. C'est une nouvelle façon de voir les choses qui est assez optimiste d'une certaine manière. C'est un nouveau regard sur l'homme et sur le monde. On considère souvent que la fin du Moyen-Âge, c'est une période un petit peu sombre, d'ailleurs un petit peu à tort, hein, c'est un peu un cliché. Le Moyen-Âge, c'était pas aussi sombre intellectuellement qu'on peut généralement le croire. Mais néanmoins, voilà, on considère que au moment de la Renaissance, il y a en quelque sorte une bascule, un tournant qui s'opère, et on a une approche beaucoup plus rationnelle du savoir, avec encore une fois toute cette redécouverte des auteurs grecs et latins. Donc ça, c'est la première chose, une effervescence intellectuelle qui est assez stimulante et qui est assez intéressante. Mais néanmoins, le problème, c'est qu'au même moment, en France, plus généralement en Europe, eh bien, il y a des tensions assez fortes entre les protestants et les catholiques, puisqu'il y a peu de temps, à l'époque, s'est opérée la réforme protestante avec Luther, donc en 1517, et donc il y a vraiment des divisions assez fortes qui sont présentes entre ces deux branches du christianisme. Et puis, on le sait, il y a même des oppositions violentes, hein, notamment le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. D'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque Montaigne, on sait qu'il a une position de médiateur entre les catholiques et entre les protestants, mais néanmoins, à aucun moment dans les écrits, il ne parle de ce massacre de la Saint-Barthélemy, qui pourtant a été très très marquant et qui marque vraiment un épisode très très violent, très très sanglant, non seulement dans l'histoire française, mais plus généralement dans l'histoire du christianisme. Donc en quelque sorte, ça chauffe par rapport à la religion, mais ça chauffe aussi par rapport à la politique. Puisque à la fin du XVIe siècle, en France, un peu plus généralement, là, pour le coup, c'est un petit peu plus difficile de dater précisément, mais il y a une volonté de centralisation du pouvoir et d'affirmation véritablement de ce que c'est que la France en tant que nation. Le pouvoir royal essaye de centraliser son autorité, alors qu'il y a encore des tensions avec des nobles qui souhaitent conserver finalement un appui plus fort, une autorité plus puissante sur des parties plus locales de la France. Donc voilà, il y a un mouvement de tension non seulement religieux entre catholiques et protestants, mais il y a aussi un mouvement plus politique entre une autorité royale qui se veut plus centralisée, plus solide, et puis des nobles qui souhaiteraient conserver un pouvoir local plus important. Donc vous voyez, dans ce contexte, Montaigne, il a une position qui est très très intéressante, et ça donne matière à réfléchir justement tous ces problèmes, toutes ces tensions qui peuvent se présenter à lui. Mais en plus de tous ces problèmes, qui on va dire pourraient être considérés comme graves, eh bien Montaigne il s'intéresse pas qu'à ça, il s'intéresse à plein d'autres choses, comme on va le voir justement dans la lecture des essais. Donc on en arrive à ce qui nous intéresse le plus, on va dire, les essais. Donc les essais, c'est vraiment l'œuvre de Montaigne, c'est presque toute sa vie, hein. Donc c'est une collection d'essais écrits par Montaigne entre 1572 et 1592 jusqu'à sa mort. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que parfois il y a des auteurs qui travaillent toute une œuvre sur une vie. Par exemple, Proust notamment, à la recherche du temps perdu, c'est une œuvre sur laquelle il passa toute sa vie, c'est vraiment l'œuvre de sa vie, même si avant il avait déjà écrit quelque chose, mais on le connaît véritablement pour À la recherche du temps perdu. Bref. Ce qui est particulièrement intéressant avec Montaigne, c'est qu'il garde les notes, il n'hésite pas à retravailler pendant donc 20 ans sur cette œuvre, mais il ne raye pas, il ne supprime pas. Alors il raye, mais il n'efface pas ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il note en plus, eh bien, c'est de l'ajout. Ça ne veut pas dire qu'il y a une version qui est supérieure à une autre pour lui, ça veut dire que tout comme lui change, et ça on va le voir, c'est très très justement marquant dans sa philosophie, la fluidité, le mouvement, eh bien, son œuvre, elle est comme lui. Son œuvre, elle est mouvante, elle n'est pas fixe. Il n'y a pas une identité, finalement, qui consisterait à dire que les essais, c'est cette version qui correspond précisément à ce que j'ai voulu écrire, et point final. Non, c'est pas du tout ça, Montaigne. Pour lui, les essais, et précisément, justement, l'essai, il y a bien cette idée, il essaye de s'intéresser, de réfléchir à certains sujets, et il essaye de proposer des réflexions. Alors, parfois ça aboutit pas, mais en quelque sorte c'est une œuvre purement philosophique, parce que c'est une œuvre dans laquelle il s'étonne. Et donc la philosophie, hein, à l'origine c'est l'étonnement. Mais donc voilà, vraiment les essais, j'insiste, hein, c'est une œuvre qui est en constante évolution. Toute sa vie, il n'a cessé d'ajouter des choses, de modifier, et c'est pas tellement qu'il y a une œuvre initiale qui est moins bien que l'œuvre finale, c'est qu'il y a une œuvre qui a changé. Donc les essais, ils sont écrits dans un style vraiment personnel, accessible, qui tranche avec l'écriture de son temps. Et ce qui est intéressant, j'ai envie de dire, c'est que c'est une œuvre qui a été écrite en français,
Et c'est paradoxal pour deux raisons. Parce que comme on l'a vu justement, Montaigne, jusqu'à 6 ans apparemment, il ne savait lire que le latin. Et donc en quelque sorte, le français pour lui, c'est presque une langue étrangère. Alors, bon, j'exagère, hein, mais voilà, on pourrait donc penser que Montaigne, il aurait pu écrire son livre en latin, c'est tout à fait classique pour l'époque. Et donc c'est le deuxième point que je veux soulever. À l'époque, les œuvres sérieuses, d'une certaine manière, sont écrites en latin. Donc on pourrait très bien s'attendre à ce qu'un intellectuel comme Montaigne, donc écrive en quelque sorte ses confessions, comme Saint-Augustin, en latin. Mais non, pas du tout. Montaigne, il choisit d'avoir non seulement un style en français, mais en plus un style personnel et vraiment accessible. Donc ça, c'est quelque chose qui est purement humaniste. Parce que son but, c'est pas de faire une œuvre qui est destinée aux élites, qui est destinée aux universitaires. Son but, finalement, c'est de faire une œuvre qui est accessible, sans être forcément un portrait véridique, un portrait pur, mais en tout cas, être quelque chose d'honnête. Aussi, une petite remarque, il faut savoir que une grande partie, en tout cas, des essais ont été dictés. Donc, c'est intéressant d'ailleurs, parce que parfois, Montaigne, il a des réflexions qui sont très très personnelles, et bien il dicte à son valet qui écrit ses passages. Donc c'est un dialogue qui est avec soi-même, mais néanmoins, il y a quand même véritablement, a priori, pas véritablement un interlocuteur, parce qu'il n'y a pas de réponse qui est attendue, mais en tout cas, voilà, les essais, a priori, ont été dictés, donc il y avait véritablement quelqu'un qui l'écoutait. Ensuite, les essais, ils sont structurés en 3 livres, et ces 3 livres, j'insiste, mais ils balayent énormément de sujets. C'est-à-dire qu'on va de la nature humaine à la politique, à la religion, à la culture, à ses maladies, à ses expériences personnelles, à des considérations qui sont tout à fait, on pourrait dire, pas risibles, mais en tout cas, qui paraissent pas d'une importance capitale. Donc voilà, vraiment, je vais pas dire c'est un journal intime parce que ce serait un peu anachronique, mais c'est toutes ces réflexions, et il ne considère pas qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Alors il y a des thèmes qui sont plus développés, il y a des thèmes qui sont moins développés, mais il n'y a pas des connaissances qui sont, on va dire, pures, et puis d'autres qui seraient tabous, qui seraient à exclure. Il n'y a pas des réflexions comme ça que Montaigne s'interdit. C'est un dialogue avec soi-même qui est honnête. Et donc il essaye au maximum de s'analyser à la fois avec sérieux, avec honnêteté, et c'est très très difficile d'avoir un regard lucide sur soi-même. On sait bien justement que non seulement on est habité par des préjugés sur les autres, mais peut-être plus encore sur soi-même. Et donc c'est très très difficile de faire ce travail d'introspection et de se regarder non comme, comment dire, ce qu'il veut faire, c'est pas non plus un travail de confession justement, c'est pas la même chose que Saint-Augustin avec les confessions dans lesquelles il y a l'idée, pas de regret, mais en tout cas, il y a l'idée qu'il y a un jugement. Là, c'est davantage un étonnement par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il entend, par rapport aux pensées finalement qui l'animent, etc., à ses passions même. On va le voir, hein, Montaigne n'a pas du tout peur de parler du corps et des passions, pour lui c'est vraiment quelque chose de très très important, voire de central. Pour le qualifier peut-être, voilà, on pourrait simplement dire qu'en tout cas c'est un travail intime sur soi-même. On en arrive au premier thème qui va nous intéresser, le moi. C'est assez difficile d'ailleurs de trouver finalement... Alors c'est assez difficile, et c'est pas si difficile parce qu'il y a des titres au chapitre, donc il y a des thèmes qui sont assez facile. En tout cas, parler du moi chez Montaigne, c'est presque paradoxal, puisque le moi, il est en constante évolution, c'est-à-dire qu'il est mouvant. D'ailleurs, je fais un petit parallèle. Pendant quelque temps, lorsque Bergson était à la mode, apparemment, il y avait beaucoup de parallèles qui étaient faits entre sa pensée et celle de Montaigne, parce que finalement, on essayait un petit peu de montrer que tous les penseurs, ça correspondait en amont à ce que Bergson allait dire par la suite, parce que voilà, Bergson était très 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 à la mode à un certain temps. Mais là, en particulier, et en plus, vu que Bergson n'est plus trop à la mode, on va dire que c'est pas trop un penseur dont on parle énormément. Bref, toujours est-il, on pourrait presque voir dans Montaigne un penseur bergsonien dans cette idée de mouvant. C'est-à-dire que la pensée n'est pas stable, la pensée est en mouvement, il y a une évolution permanente, on n'est pas dans une succession d'états pas identiques, mais en tout cas, comme en mathématiques, on pourrait dire qu'il y a des quantités discrètes, c'est-à-dire que le moi pourrait être fixe à certains moments, et puis c'est un moi qui évolue comme ça de passage fixe à passage fixe. Eh bien non, pour Montaigne, c'est davantage qu'il y a l'idée de durée, que voilà, c'est pour faire cette petite notion bergsonienne, il y a l'idée de durée, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un mouvement, finalement, qui coule avec un moi qui évolue en permanence, sans qu'il y ait à certains moments qu'on puisse fixé, voilà, précisément, eh bien, il y a le Montaigne adulte, il y a le Montaigne enfant, et puis il y a le Montaigne un peu plus vieux. C'est pas comme ça que ça se passe chez Montaigne, c'est qu'en permanence, que ce soit du matin au soir, du petit déjeuner au dîner, il y a un mouvement permanent, il y a un changement permanent, et donc on peut pas dire qu'on est identique à soi-même. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement de faire ce travail d'introspection,
pour Montaigne, c'est que c'est difficile en fait de comprendre, de se comprendre, puisqu'on change en permanence. Et donc avoir ce travail, ce retour sur soi, c'est assez intéressant en fait, parce que c'est comme regarder justement un fleuve qui coule. Il y a du changement en permanence. Et de la même manière que dans nos passions, dans nos idées, dans nos réflexions, même dans les sensations qui nous habitent, que l'on ressent, eh bien on peut voir qu'il y a du changement. Et c'est ce changement qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, c'est de voir les modifications qui s'opèrent dans notre corps et ensuite les modifications que ça entraîne dans notre pensée. Et c'est intéressant parce qu'en se regardant soi-même, en observant nos propres connaissances, ce que l'on croit être vrai, les dogmes finalement qui nous déterminent, enfin que l'on croit, on se rend compte justement que notre connaissance est douteuse. Alors je ne vais pas trop détailler sur ça parce qu'on va le voir par la suite, mais paradoxalement, encore une fois, se centrer sur soi-même, ça permet presque d'avoir une connaissance plus, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas plus pure sur le monde, parce qu'on peut se rendre compte de ses préjugés, on peut se rendre compte des passions qui nous habitent, encore une fois, et on peut voir en quoi ça influence nos idées. Donc voilà, il faut vraiment porter un regard honnête sur soi, un regard presque sans pitié, un regard qui s'analyse soi-même comme un autre, j'ai envie de dire presque pour reprendre l'expression de Ricoeur. C'est-à-dire que ce soit un regard qui ne soit ni dans le déni, ni dans le dégoût, qui rejette certaines idées, certaines passions, certaines réflexions qui nous habitent, et puis les rejeter ailleurs en disant finalement « Non, ça c'est une partie obscure de moi-même, je souhaite pas la regarder, je souhaite la mettre de côté, et puis ne jamais la regarder ». Non, au contraire, justement, il faut se regarder avec honnêteté, il faut se regarder sans pitié, essayer de se voir de la manière la plus brute possible, mais que ce soit pas voilà, dans la pitié, dans le déni, et puis évidemment non plus pas dans la complaisance, dans l'admiration. Donc c'est très très difficile d'avoir un regard honnête sur soi-même, mais justement c'est ça qui rend le travail de Montaigne d'autant plus intéressant. Et justement, lorsque l'on s'analyse en profondeur comme ça, eh bien ça nous donne des raisons d'être sceptique. Et ça il faut bien le comprendre, c'est que Montaigne, c'est un penseur profondément sceptique. Alors c'est un scepticisme qui est à mon sens assez intéressant, parce que c'est un doute qui reste presque comme Descartes, 50 ans plus tard, qui ne reste pas dogmatique, qui reste méthodique. Le modèle du scepticisme dogmatique, presque, c'est de dire que on ne peut rien savoir, que tout est incertain. Alors que Montaigne, c'est pas tellement ça. C'est pas que tout est incertain, parce que finalement, on sait bien, justement, dire que tout est incertain, c'est un paradoxe, puisque si tout est incertain, ça veut dire qu'on a une certitude que tout est incertain, donc ça ne marche pas. Lui, Montaigne, c'est un petit peu plus subtil. Il dit pas je ne sais rien, il dit que sais-je. Et que sais-je, c'est vachement intéressant parce que sais-je, c'est se demander, c'est remettre en question ses préjugés, c'est remettre en question les dogmes, les choses que l'on prend pour vraies, et donc c'est avoir un regard bien plus naïf en fait sur les choses. D'ailleurs, on comprend bien pourquoi Montaigne il fait partie des quelques penseurs que Nietzsche respecte, en tout cas, mais je ne vais pas dire sur un piédestal parce que c'est Nietzsche, faut pas exagérer non plus. Mais chez Montaigne, il y a bien cette idée que la vérité vient avant tout du corps, c'est-à-dire que non seulement il y a un côté relativiste, l'homme est la mesure de toute chose, parce que justement on ne perçoit les choses, on ne connaît les choses que par notre perception, et donc notre perception eh bien, change non seulement à certains moments de notre vie, en fonction de notre humeur, en fonction du fait que l'on ait bien mangé, que l'on ait bien dormi, et donc la vérité, les choses que l'on considère pour vraies, eh bien elles peuvent changer comme ça. Donc Montaigne, il a une conception tout à fait relativiste de la vérité, et pour lui, c'est pas évident, c'est même plutôt douteux que l'on puisse accéder à la vérité, parce que justement, on est toujours limité par notre corps. Et voilà, finalement, il n'y a pas une perception qui est plus vraie qu'une autre. Il y a simplement des perceptions qui sont différentes, et ça, il faut bien le prendre en compte et le prendre au sérieux. Et donc, Montaigne, par ce scepticisme, il combat l'ignorance. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, on va dire qu'il y a deux types d'ignorance. Il y a un premier type d'ignorance qui serait davantage l'ignorant de l'imbécile d'une certaine manière, celui qui ne connaît rien, qui n'a pas lu, qui n'a pas vu, qui n'a pas écouté, qui est vierge, qui est une sorte de feuille vierge. Mais ça, finalement, Montaigne il dit c'est pas le plus grave, parce que à la limite, si une personne était véritablement comme ça, eh bien justement il serait assez pur par rapport aux choses qu'il reçoit. Le plus grave, en quelque sorte, c'est l'ignorance de celui qui croit savoir. Parce que celui qui croit savoir, justement, c'est assez terrible, parce que celui qui croit savoir, il va rester dans ses dogmes, il va rester dans sa certitude, et dans ses connaissances qu'il, par définition, justement, qu'il croit vraies. Et celui-là, il est beaucoup plus dangereux.
Parce que celui-ci, un petit peu comme le prisonnier justement qui est enfermé dans la caverne, alors Montaigne n'est pas très platonicien sur ce point-là, puisque Platon a vraiment une conception de la vérité qui est basée sur une vérité objective, absolue, qui est dans le monde des idées, qui est donc ailleurs, et nous, simples mortels, eh bien on devrait être guidés par le philosophe pour que l'on puisse voir la vérité en face. Montaigne, non, c'est pas du tout ça la vérité. Pour lui, donc encore une fois, il reste relativiste, il reste très sceptique, et donc il pense que c'est très difficile, voire impossible d'accéder à la vérité s'il y a quelque chose comme la vérité. Mais néanmoins, il y a quand même la nécessité de se détacher de nos connaissances, de se détacher de nos dogmes, de nous détacher de toutes ces choses finalement qui nous entravent. Mais la grosse différence, c'est que, à la différence de Platon qui regarde vers les idées, lui, Montaigne, un petit peu comme dans le tableau L'école d'Athènes, ça c'est intéressant, souvent on dit ça, je ne sais pas si c'est vrai en tout cas, mais Platon, il a le doigt qui est tourné vers le haut, et on dit que Platon, justement, il a le doigt tourné vers le haut parce qu'il regarde, il a ses réflexions qui sont portées vers le monde des idées. Et puis à côté de lui, il y a Aristote. Et Aristote, lui, il a la main qui est tournée vers la terre. Et puis on dit que généralement, c'est parce qu'Aristote, il a une pensée qui est beaucoup plus pratique. Bah, Montaigne, ça sera un petit peu ça finalement. Lui, il a une pensée qui est beaucoup plus terrestre, il a une pensée qui ne se dirige pas vers le monde des idées. Et puis, plus que d'être une pensée pratique, en fait, il a une pensée corporelle. C'est-à-dire que la vérité, encore une fois, c'est la vérité du corps. C'est la vérité de nos sensations, de nos passions, de ce qui nous habite, de ce que l'on mange, de la manière dont on dort. Et donc c'est une vérité qui est encore une fois très proche finalement, qui est très humaine. Donc vous voyez, plutôt que ce soit l'esprit qui est le modèle de la vérité, eh bien pour Montaigne c'est davantage un penseur du corps. Donc il y a vraiment un renversement, une bascule qui s'opère, puisque voilà, il réinstaure le corps, ce qui est assez audacieux pour l'époque, puisque on reste dans une époque qui se veut très rationnelle, et puis ensuite on va davantage encore basculer davantage vers des philosophies qui seront encore plus rationnelles, petite exception faite avec Spinoza, à la limite. Mais néanmoins, voilà, c'est assez audacieux pour l'époque de mettre autant en avant une pensée du corps. Et puis, plus encore, en fait, pour Montaigne, lorsque l'on se trompe, ce n'est pas le corps qui nous trompe. Lorsque l'on se trompe, c'est notre jugement. Et donc, en fait, c'est pas que la perception ne nous trompe jamais, enfin, la sensation ne nous trompe jamais. Ce qui nous trompe, c'est la manière dont on interprète cette sensation. Donc finalement, sentir que l'on a chaud, sentir que l'on a froid, ou même voir quelque chose, eh bien, cette vision ou cette sensation en soi n'est jamais fausse. C'est toujours le jugement, l'interprétation et en fait la perception que l'on en fait. Et c'est intéressant parce que, justement, bon, encore une fois, comme toujours, c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que c'est ce scepticisme, c'est cette vision assez mouvante du moi, de la personne, de l'humain, qui donne à Montaigne son humanisme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, c'est particulier parce que Montaigne, il est humaniste, mais il n'y a pas de nature humaine pour lui. Donc, comment est-ce que les deux s'articulent ? Ce qu'il veut dire par là, en fait, c'est que le scepticisme, le relativisme, ça devrait davantage nous tourner vers une pensée de la tolérance, une pensée qui met en avant l'individualité de l'homme, plutôt qu'une pensée, finalement, qui veut catégoriser et qui veut, à partir de certains dogmes, eh bien, exclure, torturer. Montaigne est extrêmement contre la torture, et puis on va le voir juste après, hein, mais justement il y a un passage assez célèbre d'un chapitre qui s'appelle les cannibales, dans lequel il fait justement une comparaison entre la torture de certaines populations indigènes et puis la torture que l'on opère en Europe à son époque. Et donc Montaigne a vraiment une idée de l'homme qui est extrêmement basée sur la tolérance. Alors ça ne veut pas dire encore une fois qu'il y a une nature humaine, puisque comme tout est en mouvement, eh bien il ne peut pas y avoir une nature humaine qui soit figée. Chaque humain est en mouvement et donc il entraîne avec lui la nature humaine tout entière. Il le dit, hein, chaque homme porte en lui la forme de l'humaine condition, donc ça veut dire que, on peut l'interpréter de bien des manières, j'imagine, mais peut-être qu'on peut l'interpréter comme une sorte de responsabilité par rapport à chaque homme qui a sur lui, alors j'ai peut-être une lecture trop sartrienne, mais on pourrait voir ça voilà, comme le fait que chaque homme a sur lui, a sur ses épaules le poids de l'humanité, puisque chaque homme représente une petite partie de l'humanité. Mais donc voilà, Montaigne, il rejette l'idée d'une hiérarchie naturelle qui aurait pu placer certains individus au-dessus des autres et a soutenu que chaque être humain avait une valeur intrinsèque. Et ça, il l'observe en particulier justement par rapport à ses voyages, par rapport à ses dialogues avec ce qu'il appelle les cannibales, parce que justement la découverte du nouveau monde, eh bien, ça nous fait réfléchir par rapport aux pratiques, aux coutumes des autres civilisations, des autres cultures, et de la même manière qu'on peut faire un regard, on peut tourner son regard sur soi-même lorsque l'on fait une introspection, eh bien on peut tourner son regard vers sa propre culture et voir
de la même manière que l'on se regarde soi-même, pour voir finalement nos passions, nos mœurs, nos humeurs, eh bien on peut voir un petit peu la même chose, mais dans notre culture, pour essayer de se regarder de manière authentique. Mais ça c'est difficile, et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire ce travail éducatif, ce travail sur la culture, sur le développement de l'individu, pour se découvrir soi-même, et en se découvrant soi-même, eh bien ça nous permet d'avoir un regard plus éclairé sur les autres. Donc il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas de choses fixes, il n'y a pas d'identité définie, il y a une condition humaine. C'est-à-dire que il y a différents hommes, il y a différentes civilisations, il y a différentes cultures, il y a différents mœurs, et ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Parfois, avec Montaigne, on est souvent tenté d'avoir une pensée qui est un peu anachronique. Peut-être qu'il n'est pas aussi moderne, en tout cas, qu'on pourrait l'interpréter actuellement, mais néanmoins, ça laisse quand même envisager qu'il y a une pensée qui est très très ouverte, et son relativisme tend vers ça. Alors même s'il n'y a pas une nature humaine, et même s'il n'y a pas une valeur universelle, il y a néanmoins quelque chose que Montaigne répugne, c'est la cruauté. Et ça, la cruauté, vraiment, ça revient assez souvent. Dès qu'il y a de la cruauté, Montaigne s'en écarte. Donc on pourrait dire, en tout cas, voilà, s'il n'y a pas de nature humaine définie, la cruauté pour Montaigne, c'est vraiment véritablement quelque chose qui est choquant, qui est ignoré, enfin qui n'est pas à ignorer, qui est à rejeter. Mais toutes les autres choses, tout ce qui fait l'humanité, dans toute sa complexité, que ce soit de ses réalisations les plus hautes jusqu'à ses actes les plus bas, eh bien il faut tout analyser, il faut tout regarder avec honnêteté. Donc il y a des lâches, il y a des courageux, il y a des menteurs, il y a des personnes qui disent la vérité. Eh bien il faut regarder tout ça avec un regard qui est honnête, qui soit honnête. Et lorsque l'on regarde toutes ces choses, et tous ces caractères finalement qui sont si différents, ça nous amène à davantage de tolérance. Alors c'est une pensée qui peut paraître presque banale. J'espère qu'en tout cas, vous n'aurez pas retiré de cette petite présentation juste que Montaigne est un penseur banal. Mais voilà, tout ça, ça entraîne à davantage de tolérance, parce que ça nous permet de voir que, eh bien, effectivement, si nous, on est habité par certaines passions, par certains mœurs, par certains dogmes que l'on a reçus, eh bien, les autres en ont des différents. Et donc, ça ne veut pas dire que qu'on est supérieur à d'autres, ça veut dire que finalement, encore une fois, on est différent, et qu'il y a différentes pratiques que l'on peut tout aussi bien regarder et analyser avec intérêt. Donc vous voyez, là où certains penseurs finalement peuvent dire regardez ces pratiques, regardez celles-ci, et juger à quel point elles peuvent être néfastes pour l'humanité, Montaigne il n'est pas du tout dans cette démarche. Lui, il observe justement, mais il n'y a pas véritablement de jugement, ou en tout cas le jugement reste assez ouvert, reste assez tolérant. Et même lorsqu'il s'analyse soi-même, hein, et lorsqu'il analyse sa propre culture, notre propre civilisation européenne, il n'est pas non plus dans le rejet total. Montaigne, c'est pas non plus un anarchiste. Hein. Il reste catholique, il reste pratiquant, et donc il n'est pas non plus complètement dans la destruction de toutes les valeurs. Hein. Faut pas non plus le voir comme ça. Mais voilà, Montaigne, il essaye d'observer de la manière la plus honnête possible les différents mœurs, les différentes pratiques, les différents caractères de chaque individu, les différentes passions qui l'animent, et il essaye de voir ça avec un regard, encore une fois, pas neutre, mais en tout cas étonné. Alors, on en arrive à ce fameux chapitre sur l'amitié, qui marque qui est très très connu hein, dans les essais, c'est un moment très très important, et visiblement, c'est un moment très très important pour Montaigne aussi, puisque son amitié avec Étienne de la Boétie, elle a vraiment été fulgurante. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que il met presque davantage en valeur l'amitié plutôt que l'amour. Apparemment, vraiment, l'amitié qu'il a eue avec la Boétie, pour lui, c'était véritablement quelque chose d'incroyable, qui lui a apporté énormément de choses. Et comme je l'ai dit dans l'introduction par rapport à sa vie, ça reste une amitié qui est assez courte, hein, parce qu'ils se sont connus 5 ans. Et puis, dans ces 5 années, encore une fois, il y a bien des moments où ils étaient absents et ils ne parlaient pas en permanence. Hein, ils n'étaient pas collés en permanence pendant 5 ans. Il y a vraiment des moments où chacun devait retourner à leurs fonctions respectives, et en particulier voilà, encore une fois dans ce contexte de guerre de religion. Donc, mais pendant ces 5 ans, en tout cas, apparemment, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça a beaucoup inspiré Montaigne, justement, dans sa conception de l'amitié. Et il insiste sur bien des choses, on va dire. L'amitié, premièrement, ça doit être quelque chose d'assez exigeant. C'est-à-dire que on n'est pas simplement ami avec n'importe qui pour n'importe quelle raison. Ou du moins, peut-être qu'on peut être ami avec n'importe qui pour n'importe quelle raison, mais cette raison, finalement, devient capitale. C'est-à-dire que Montaigne, il a cette phrase qui est assez célèbre, hein, lorsqu'il se demande pourquoi est-ce que je suis ami avec la Boétie, pourquoi j'ai été ami avec la Boétie, et bien il dit parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et c'est intéressant parce que ça veut un peu tout dire et rien dire.
c'est difficile de fixer précisément une raison pour laquelle on est ami avec quelqu'un. Et à mon sens, c'est particulièrement étonnant, parce que cette chose, on pourrait presque la dire de l'amour. Souvent, on cite la phrase de Pascal, qui est d'ailleurs un petit peu mal comprise, parce que Pascal, son propos, il porte davantage sur Dieu que sur l'amour romantique. Enfin bref, maintenant on la comprend comme ça. Lorsque Pascal dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bon, là, ce serait presque cette idée finalement, mais par rapport à l'amitié. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est-à-dire que je ne peux pas véritablement l'expliquer, mais en tout cas, voilà, ça c'est fait. Et cette amitié, pour Montaigne, elle lui apporte beaucoup de choses. Elle lui apporte un soutien émotionnel, elle lui apporte une communication qui est ouverte avec la Boétie. Il peut parler apparemment de tout, enfin en tout cas, en tant qu'ami, c'est vraiment quelqu'un de très très proche et presque un confident d'une certaine façon. Donc c'est une amitié qui est très très fusionnelle. Et c'est une amitié qui est forte et qui demande beaucoup d'investissement des deux parties. On ne devient pas ami finalement s'il y a simplement un rapport qui est unilatéral. Alors comme je l'ai dit, a priori peut-être qu'on pourrait penser, mais bon on n'est pas dans leur tête donc on ne peut pas savoir de quelle manière ils étaient amis, peut-être que le rapport n'était pas tout à fait égal entre la Montaigne et la Boétie, peut-être que Montaigne était un petit peu plus admiratif de la Boétie que la Boétie ne l'était de Montaigne. Enfin, ça c'est purement de la spéculation, on ne peut pas savoir. Toujours est-il, voilà, ça a beaucoup inspiré Montaigne, et ça lui a vraiment donné une conception de l'amitié qui est très très haute. Là où Montaigne est plutôt, comment dire, sceptique justement par rapport à l'amour fusionnel qu'un homme pourrait avoir, alors non pas avec sa femme, Montaigne parle davantage d'un amour fusionnel avec une maîtresse, puis il dit finalement malheur à celui qui épouse sa maîtresse parce que finalement il tombe dans un amour qui est fusionnel et ça marche pas pour le mariage où il faut une chose, où il faut des choses qui sont plus stables. Bref. Mais donc Montaigne a une vision de l'amour en tout cas romantique qui est plutôt fusionnelle. Et c'est assez intéressant parce que là où ça ne marche pas tellement justement dans l'amour fusionnel, où ça brûle comme une flamme et puis ça s'éteint rapidement, là presque dans l'amitié ça marche. En quelque sorte, l'amitié, si elle est vraiment intense, etc., ça peut marcher. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'attrait charnel, etc. Montaigne d'ailleurs dit que la Boétie est moche. Je crois d'ailleurs qu'il fait une comparaison avec Socrate. Donc il dit finalement il n'y a pas de doute. Je ne choisis pas d'être ami avec la Boétie parce qu'il est beau. Alors que justement, par rapport à l'amour romantique, il y a l'attrait du corps qui perturbe en quelque sorte un petit peu. Alors que là, voilà, ça reste quelque chose qui est fusionnel, qui est intense, mais néanmoins qui apporte une relation qui est intéressante. Donc on reste toujours à quelque chose d'assez nuancé. Mais a priori, voilà, l'amitié pour Montaigne, c'est quelque chose de très très important et ça repose sur bien des valeurs et ça permet en fait pour les deux amis de grandir. Donc dans l'amitié, on peut se trouver plus heureux, plus joyeux, ça peut apporter des connaissances, ça peut apporter un confident, ça peut apporter... enfin bref, ça peut apporter plein de choses en tout cas et Montaigne est vraiment très très... ne tarit pas d'éloges par rapport à l'amitié. Et en particulier par rapport à l'amitié qu'il a eue avec la Boétie. Et puis d'ailleurs, à la suite de la mort de la Boétie en 1563, est-ce que c'est véritablement la raison? On n'est pas sûr. Mais peut-être que ça a grandement motivé, en tout cas Montaigne, à rédiger les essais, puisque ayant perdu la possibilité de se confier à son ami, de discuter avec son ami, d'avoir des échanges intellectuels avec la Boétie, et bien peut-être qu'il a trouvé finalement le subterfuge de l'écriture, de l'introspection, pour justement remplacer cette relation en fait. Peut-être que voilà, l'écriture, c'était en quelque sorte une sorte d'amitié avec soi-même pour retrouver cette relation qui était perdue avec la Boétie. Puisque justement, la mort de la Boétie et puis la mort de toute personne, ça fait partie de la vie. Donc Montaigne reprend cette phrase assez célèbre, « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Et cette phrase, en fait, il ne faut pas la comprendre dans une conception chrétienne comme le fait que philosopher, c'est préparer son âme à la mort, comme le fait de purifier son âme pour lui permettre de s'élever à la mort. Non, là, ce que Montaigne veut dire dans le fait que philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est que philosopher, c'est regarder la mort en face, c'est ne pas oublier la mort, c'est se préparer suffisamment à la mort en l'ayant en permanence en tête, en fait. Ce n'est pas écarter la mort à la fin de la vie et dire que de toute façon, ça nous concernera plus tard, comme le but de la vie. Pour Montaigne, la mort, c'est davantage finalement quelque chose qui arrive, c'est quelque chose de naturel, et donc il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas la craindre. Là, il a une vision très très épicurienne, il a une vision très très naturelle d'une certaine manière de la mort, en considérant que voilà, la mort, c'est un événement, c'est quelque chose qui arrive, et il ne faut pas en avoir peur, il n'y a rien à craindre. C'est un petit peu plus, comment dire, on peut pas dire que Montaigne soit complètement épicurien dans ce cas-là, puisque pour les épicuriens, donc pour eux, justement, la mort n'était pas à craindre, parce que la mort, c'était la fin de l'existence, et qu'il n'y avait rien après la mort.
puisque la mort est cessation de sensation, eh bien on ne doit pas craindre finalement ce qui met fin à toute sensation. Bref, le point sur lequel insiste davantage Montaigne, c'est voilà, le fait que la mort ne doit pas être rejetée. La mort, on doit vraiment l'avoir en face de nous. Et donc il a cette phrase qui est assez énigmatique d'ailleurs. Il dit je veux que la mort me trouve plantant mes choux et nonchalant d'elle, et encore moins de mon jardin imparfait. Ce qui est assez énigmatique, puisque d'une certaine manière, ça veut presque dire que lorsque la mort, en tout cas c'est la manière dont je l'interprète, lorsque la mort trouve Montaigne, eh bien elle le trouve dans un état où il est encore dans l'action, il est encore en vie, donc finalement c'est un état où elle est presque pas souhaitable. Voilà, c'est assez énigmatique, puisque d'un côté on doit la voir en permanence devant nous, mais d'un autre côté, eh bien elle doit nous prendre presque par surprise. Donc, mais c'est peut-être justement ça, c'est peut-être le fait que l'avoir en permanence devant nous, eh bien ça nous évite, ou ça nous donne une compréhension suffisamment forte de la mort, ça nous évite d'en avoir peur, et ça nous évite d'être pris par surprise lorsqu'elle arrive finalement. D'ailleurs, Montaigne raconte par rapport à ça, il a une expérience de la mort, enfin, non, il n'a pas une expérience de la mort, puisque a priori, il n'a pas ressuscité, mais il a une expérience, on va dire, d'une mort proche, je sais plus comment on dit, d'une mort limite, je crois, d'une expérience limite, enfin bref, dans laquelle il est tombé à cheval, et puis il dit qu'il est resté 2 heures, a priori donc évanoui, puis les gens le prenaient pour mort. En quelque sorte, ça peut représenter une expérience de la mort, et il l'a bien en tête. Il essaie pas de le fuir, il essaie pas de le cacher, il dit, bah voilà, effectivement, j'ai presque vu que j'étais mort, il y avait du sang, etc. Et donc, c'est quelque chose, paradoxalement, voilà, qui fait partie de la vie, en fait. Mais encore une fois, ça reste quelque chose d'assez difficile de regarder justement la mort honnêtement. Avoir un regard qui ne détourne pas les yeux de la mort, c'est assez difficile, en fait. Et quand on prend au sérieux cette idée, le fait qu'on va mourir, ça peut provoquer de l'angoisse, etc. Mais justement, s'approprier cette idée, se la faire sienne, peut-être que justement, ça nous évite de tomber dans l'angoisse permanente, d'avoir une crise existentielle finalement qui nous empêche de vivre. Et donc paradoxalement, encore une fois, si philosopher c'est apprendre à mourir, c'est que le fait d'avoir la mort en face de soi, eh bien ça évite d'être pris par surprise et d'être angoissé à cette idée. Donc maintenant qu'on a parlé de la mort, on va parler de quelque chose d'encore plus terrible qui est la politique. Montaigne, il a une connaissance pratique de la politique, puisque, comme je l'ai dit dans l'intro, il a été à son parlement local, et puis il a été ensuite maire de Bordeaux pendant quelques années. Et sa conception de la politique, évidemment, elle repose sur sa conception de la connaissance de l'homme, du corps, de tout ce que l'on a vu précédemment, de la culture, de la religion que l'on va voir par la suite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la position de Montaigne est assez nuancée. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que justement, avec ce que l'on a vu par rapport au scepticisme, eh bien, qu'il ait une position complètement relativiste et qu'il autorise finalement tout le monde à faire en quelque sorte ce qu'il veut. Mais Montaigne, ça reste un penseur qui est modéré, mais néanmoins assez conservateur. C'est-à-dire que pour lui, de manière pratique, de manière donc politique, lorsqu'il traite des affaires finalement politiques, vraiment pratiques, eh bien, ce qu'il considère, ce n'est pas tant que tout est relatif et donc que tout le monde peut pratiquer ce qu'il veut, et là en particulier on va le voir un petit peu en détail avec les religions, mais en fait son relativisme, il faut le comprendre justement comme une invitation à respecter les coutumes locales. C'est-à-dire que pour lui, plutôt que d'être anarchiste, c'est anachronique, hein, plutôt que d'être anarchiste, plutôt que d'être complètement dans l'espoir, dans l'utopie, il est plus dans l'idée finalement simplement d'accepter les coutumes locales. C'est-à-dire que concrètement, eh bien, si vous êtes né chrétien, même si vous auriez pu naître protestant ou musulman, etc., eh bien, si vous êtes né chrétien, Montaigne vous invite à respecter finalement le christianisme, et donc à ne pas faire de plis, à ne pas faire de vagues. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres et il faut les martyriser, il faut être cruel, cela ne mène pas à la tyrannie, en fait, la philosophie de Montaigne, la philosophie politique de Montaigne. Simplement, voilà, il amène à la tolérance, mais par le biais davantage du fait de respecter les coutumes locales. Si vous voulez, en fait, Montaigne, il a une conception de la coutume, de la loi, qui est presque davantage basée sur le modèle anglais, pour faire simple, hein, mais le modèle anglais, il est davantage basé sur le common law, c'est-à-dire l'idée de la coutume, et c'est un modèle qui part du bas, en fait, pour arriver vers le haut, c'est-à-dire que il y a plus l'idée de jurisprudence, et qu'on part concrètement de ce qui se fait pour arriver à des lois à partir de ce qui se fait. Alors que le modèle français,
c'est très très vague, hein. Certainement il y a des juristes, etc., qui vont me tomber dessus en me disant que c'est pas vrai du tout, mais je fais dans la simplification. Le modèle français, du moins en tout cas à l'époque de Montaigne, est davantage basé sur un modèle vertical du haut vers le bas, qui considère que la loi finalement doit être respectée, doit être imposée. Alors que Montaigne, lui, ce qu'il dit, c'est davantage que s'il y a une coutume locale finalement qui correspond à la population, un petit peu comme s'il y avait une sorte d'adaptation, eh bien cette coutume locale doit être respectée, non pas parce qu'elle est vraie, non pas parce qu'elle est bonne, mais simplement parce que c'est la coutume et qu'elle marche bien. Vous voyez, il y a une vision très très pragmatique des choses en fait. Donc effectivement, peut-être qu'on pourrait souhaiter une loi qui soit parfaite, qui impose des choses d'en haut pour changer les choses finalement qui se font concrètement, mais Montaigne, il dit peut-être, mais cette volonté de réforme, cette volonté de changement qui vient du haut et qui impose en fait une volonté, eh bien ça risque de faire du désordre, ça risque de faire des troubles, et finalement concrètement en fait ça risque de faire du mal. Donc Montaigne en fait, plutôt que de vouloir une utopie, eh bien il va vouloir quelque chose de plus pragmatique, qui part d'en bas, qui part de ce qu'il se fait déjà, et même si ce n'est pas parfait, eh bien en tout cas ça évite le désordre, ça évite la souffrance. Donc ensuite l'éducation. On passe un petit peu d'un thème à un autre, mais les essais justement c'est comme ça, hein. C'est-à-dire que il faut pas lire les essais comme une sorte de roman, comme une sorte d'essai d'ailleurs, ce serait plus adapté, mais il ne faut pas lire les essais du début à la fin, comme, voilà, encore une fois, un livre qui a une structure qui se lirait comme ça. Les essais, il faut un peu rentrer dedans, ressortir, il y a des thèmes, il y a plein de thèmes différents, donc on peut rentrer dedans, lire un chapitre, ressortir, le poser, lire un autre chapitre, etc. Il n'y a pas de problème, justement, on suit un petit peu les réflexions de Montaigne, comme justement les réflexions que l'on peut avoir, hein. Le matin je peux penser à un truc, et puis le soir je peux penser à quelque chose d'autre, même là, un instant je pensais à quelque chose, et puis maintenant je pense à quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est un livre qui est vivant, parce que c'est un livre qui ressemble finalement à la façon dont on fonctionne. C'est-à-dire que notre esprit, il n'est pas habité par une réflexion qui est purement rationnelle, et qui suivrait un ordre parfaitement logique. Non, on est habité par des passions, on est habité par des sentiments, par des choses qui ne sont pas toujours rationnelles, et justement on peut bondir d'un thème à un autre, et avoir des réflexions qui ne sont pas forcément liées. Voilà, c'était un peu ma tentative plus ou moins bonne pour justifier de l'absence d'ordre dans cette diapositive. Donc vous la jugerez comme vous souhaitez, mais voilà. Bref, donc on passe à l'éducation. Alors Montaigne, par rapport à l'éducation, on l'a vu dans sa biographie, hein, il a suivi une éducation qui est tout à fait rigoureuse et qui est tout à fait classique. Il connaît très très bien les auteurs grecs et latins. Vraiment, il avait une très très bonne connaissance du latin. Et donc c'est en connaissance de cause qu'il peut critiquer ce système. Ce qu'il critique, c'est que à son époque, ce qui était véritablement valorisé et ce qui était demandé aux élèves, c'était la connaissance par cœur. La connaissance par cœur, la mémorisation bête, ça n'amène pas à une réflexion qui est critique. Ce qu'il faut pour l'élève, pour l'étudiant, c'est davantage cerner ses difficultés, cerner ce qui l'intéresse, cerner son tempérament. Encore une fois, il y a toujours une pensée du corps, hein. On apprend mieux les choses finalement lorsque l'on est bien reposé, lorsque l'on a bien mangé. Parfois, on peut être plus ou moins distrait. Et donc, il faut cerner les attentes, il faut cerner... Là, pour le coup, il y a quelque chose de très très moderne, presque contemporain pour le coup. L'éducateur doit s'adapter à son élève. Toutes les connaissances ne sont pas reçues de la même manière. Et lorsque l'on fait cours à 30 personnes dans une classe, eh bien, c'est nécessaire, finalement, ou plutôt c'est impossible que tout le monde reçoive la connaissance, que tout le monde reçoive le savoir de la même manière. Il y en a qui vont plus ou moins tiquer par rapport à ce que l'on dit. Et donc, la connaissance n'est pas reçue par tous de la même manière. Et le talent presque pas le talent de l'orateur, le talent du professeur, le talent de celui qui est un bon éducateur, c'est celui qui est capable de cerner, de discerner les talents, les intérêts de son élève, et de faire en sorte que la connaissance soit reçue de la meilleure manière possible. Et c'est assez paradoxal parce que Montaigne dit aussi qu'il faut être exigeant néanmoins vis-à-vis de l'élève. Et le but, c'est pas de faire une éducation, un enseignement qui est complètement laxiste et qui repose entièrement sur la volonté de l'élève. Non, il faut néanmoins avoir une exigence par rapport aux connaissances qui sont transmises et par rapport justement aux connaissances que l'élève sera capable de restituer, mais il faut que cette exigence soit encadrée par véritablement une bonne compréhension des attentes, enfin pas des attentes, de ce qui va permettre à l'élève de recevoir de la meilleure manière possible l'enseignement qu'on va lui professer. D'ailleurs, on retrouve un petit peu cette idée de mouvance, de mouvement. Le professeur, l'éducateur, c'est celui qui doit être fluide un peu, c'est celui qui doit savoir s'adapter pour cerner précisément les intérêts de son élève. Donc vous voyez, plutôt qu'une
un modèle d'enseignement qui serait basé sur la mémorisation et la mémorisation bête, hein, qui consisterait un petit peu comme un jeu pour enfants. Vous savez, où on doit mettre des formes dans différents trous qui sont adaptés à ces formes et qui consisterait à toujours essayer de mettre la même forme dans le même trou. Ben non, plutôt le rôle en fait c'est de savoir trouver la forme la plus adaptée pour que la connaissance soit reçue de la meilleure manière possible. Parce que le risque, c'est qu'un enseignement qui est trop rigide, eh bien ça va entraîner des connaissances, un savoir qui est dogmatique. Un savoir qui est dogmatique, comme on l'a vu précédemment, c'est très très dangereux parce que ça va ancrer finalement des certitudes qui sont néfastes, qui vont empêcher d'être tolérants, qui vont avoir une vision du monde qui est réduite, et donc forcément tout ça, eh bien c'est à éviter. Donc par rapport à la religion, Montaigne a une position qui est assez ambiguë, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui est dans le rejet du christianisme, c'est pas du tout Nietzsche. Montaigne, ça reste un fervent catholique, mais néanmoins il a un regard qui est assez lucide, presque critique parfois, par rapport à la religion et par rapport au dogme surtout. Le truc, c'est que, comme Montaigne est, comme on l'a vu, sceptique, eh bien, il a un regard qui reste lucide sur la religion, et en particulier sur ses pratiques les plus fanatiques. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la Saint-Barthélemy, voilà, c'est un événement qui a dû être très très marquant, et puis Montaigne n'est pas du tout étranger à cet événement parce qu'il a eu un rôle de médiateur entre les catholiques et les protestants. Mais néanmoins, à aucun moment dans les essais, il ne parle de cette Saint-Barthélemy. Donc peut-être que cela a tellement marqué finalement qu'il n'a pas pu en parler, ou qu'il a voulu éviter le sujet, enfin bref, toujours est-il, il n'en parle pas. Mais même s'il n'en parle pas, il critique le fanatisme religieux et tous les dogmes finalement qui entraînent de la cruauté envers les hommes. Et encore une fois, hein, vraiment, Montaigne est très très lucide par rapport aux dogmes et par rapport à ce qu'enseigne l'Église catholique. Et puis il dit, encore une fois, hein, ça reste tout à fait relatif, puisque si j'étais né à tel endroit, eh bien, j'aurais pu être protestant et puis à tel autre endroit catholique. Mais néanmoins, justement, de cette remarque, on pourrait se dire que, justement, Montaigne ne croit pas du tout en la religion, puisque la religion, c'est complètement relatif. Presque étonnamment, j'ai envie de dire, pourtant, c'est pas ce qu'il en ressort, Montaigne, peut-être par habileté, je ne sais pas en tout cas, mais il reste véritablement catholique, et il fait bien attention à ne pas faire de vagues par rapport à ça. Mais voilà, ce qu'il appelle, c'est à être tolérant envers les croyances qui sont différentes, peu importe finalement si quelqu'un est musulman, juif, chrétien, hindouiste, peu importe, eh bien on doit être tolérant à l'égard de ces pratiques parce que justement, en observant différentes sociétés, en observant différentes cultures, on observe que les gens ne fonctionnent pas de la même manière, enfin qu'il y a différentes pratiques, et néanmoins ça ne veut pas dire qu'il y a une pratique qui est meilleure qu'une autre, ou une pratique qui est à condamner, ou une pratique qui est à rejeter, à part exception faite encore une fois par rapport aux choses qui sont cruelles, hein. Montaigne a vraiment un rejet de la cruauté qui est très très prononcé, donc à partir du moment où il y a de la cruauté, là il dénonce, mais pour le reste des choses, il reste vraiment dans une très très grande tolérance. Montaigne en fait il a une morale qui est vraiment très très pratique, et toujours, hein, finalement on en revient toujours à ça, qui est très très, comment dire, centré sur le corps, centré sur l'expérience, presque parfois sur la passion, hein, justement, il dit... La passion n'est pas toujours à condamner, voire assez peu souvent à condamner. Quelque chose qu'il critique, par exemple, enfin quelque chose qu'il ne comprend pas, c'est le célibat, par exemple. Justement, ça c'est quelque chose qui... il se pose beaucoup de questions par rapport à ça, et c'est une pratique qui paraît assez... je vais pas dire contre nature, mais en tout cas, voilà, qui rejette le corps. Nietzsche serait certainement d'ailleurs assez d'accord avec cette vision des choses portée sur le corps et cette critique du célibat chez les prêtres. Mais voilà, il y a certaines choses en tout cas, Montaigne n'hésite pas à avoir des réflexions assez critiques par rapport aux dogmes, par rapport aux pratiques, par rapport à ses propres pratiques, mais il est toujours sur une ligne de crête qu'il ne franchit pas. Et cette tolérance religieuse, on la retrouve évidemment par rapport aux autres cultures, puisqu'il y a un passage qui est assez célèbre dans les essais, qui porte sur les cannibales. Apparemment, il y avait donc trois cannibales, enfin Montaigne les appelle les cannibales, qui avait été reçu par Charles IX, et Montaigne aurait donc assisté à cette rencontre. Il en cite deux, enfin il se souvient, dans le passage, il dit qu'il se souvient du nom de deux personnes, deux cannibales, et puis qu'il a oublié le nom du troisième. Ce qui, soit dit en passant, est assez intéressant parce que ça montre que Montaigne n'hésite pas à montrer qu'il oublie des choses, il n'est pas parfait. Dans ses notes, vous voyez, il aurait très bien pu inventer n'importe quel nom, non, il reste très très honnête, et il montre que, bon voilà, il a oublié le troisième nom. Alors, je ne sais pas si c'est très très significatif ou pas, toujours est-il, c'est ce qu'il écrit.
Mais bon, ça c'est un détail. Ce qui est le plus intéressant, c'est que dans cette rencontre avec les cannibales, eh bien, il leur pose des questions et il compare leur société avec la nôtre. Et notamment, il y a deux petites remarques. La première par rapport à la cruauté, il observe que le fait de manger quelqu'un après l'avoir tué, bah, finalement, c'est moins cruel que les pratiques que l'on a en Occident à cette époque, qui consistent à torturer quelqu'un pour obtenir la vérité ou pour le punir ou quoi que ce soit. Finalement, la souffrance d'un corps vivant, c'est infiniment plus cruel que le fait de manger un corps mort, même si c'est un corps humain. Et vraiment, c'est extrêmement audacieux comme réflexion. D'ailleurs, ça l'est presque encore aujourd'hui. Mais ça montre vraiment à quel point Montaigne est lucide et n'hésite pas à avoir un regard qui est pas froid, mais en tout cas qui est sans pitié sur sa propre culture et sur ses propres pratiques, enfin sur nos propres pratiques d'ailleurs. Et ça montre bien la nécessité d'une introspection non seulement de soi-même, mais plus généralement finalement de sa culture, de sa civilisation. Parce que généralement on est plus prompt à critiquer ce que font les autres plutôt qu'à se regarder honnêtement soi-même et se dire que finalement c'est peut-être moi-même qui ai un problème plutôt que les autres. Et donc généralement voilà, c'est assez difficile de faire ce propre travail. Justement en préparant cette petite semaine, là, j'écoutais un épisode des Nouveaux Chemins de la Connaissance qui a été publié il y a une dizaine d'années et qui portait sur Montaigne. Et l'intervenant faisait un parallèle justement avec le roman de Susskind, Le Parfum. Parce que dans ce roman, justement, le personnage principal, je crois que c'est Jean-Baptiste Grenouille, eh bien, il ne se sent pas. Et vu qu'il ne se sent pas, eh bien, il est capable de sentir de manière extrêmement fine tout ce qui l'entoure. Et là, c'est un petit peu la même idée, en fait. Et là, on pourrait un petit peu faire... Justement, il fait un petit peu ce parallèle. Pour avoir un regard le plus honnête possible par rapport à ce qui nous entoure, eh bien, il faut déjà, finalement, se dégager de sa propre odeur, se dégager de ses propres préjugés, de ses propres dogmes, etc. Et je trouvais que le parallèle était assez intéressant. Donc ça, c'était le premier truc par rapport à la cruauté. Peut-être que, voilà, on juge très très facilement des pratiques dans d'autres peuples, dans d'autres civilisations, comme étant cruel, comme étant indigne, comme étant infâme, etc. Alors que si on se tournait objectivement vers notre propre manière de faire, c'est pas tout rose chez nous aussi. Alors néanmoins, après, il ne faut pas non plus tomber dans le dégoût entier de ce que nous sommes. Ce que Montaigne essaie de faire, c'est d'avoir un regard objectif. Donc, ça ne veut pas dire que tout est bien chez les uns et tout est nul chez les autres, et que donc tout est nul chez nous et que tout est bien chez les autres. Non, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit être suffisamment capable d'observer sans pitié non seulement sa propre façon de faire, mais aussi celle des autres. Et donc, au maximum, essayer, même si c'est impossible, hein, puisque justement, une perspective relativiste, d'une certaine manière, ça veut dire qu'on est toujours dépendant de nos propres perceptions, etc. Donc c'est impossible d'avoir un regard qui est objectif, mais essayer d'observer en ayant une pleine lucidité sur ce que nous sommes, eh bien, observer les autres. Donc finalement, observer, mais en étant lucide par rapport à ce que nous sommes. Donc ça, c'était le premier point par rapport à la cruauté. Le deuxième point, c'est par rapport à la politique. Puisque ce qui étonne Montaigne, justement, c'est que, en leur demandant finalement qu'est-ce que c'est qu'un chef, eh bien, ces indigènes auraient répondu finalement, bah, pour nous, un chef, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui est capable d'aller au combat, etc. Et puis, c'est pas pourquoi est-ce que vous, votre chef, c'est un enfant? Pourquoi est-ce que vous choisissez comme roi, comme le modèle finalement, pas de votre protecteur, mais en tout cas de celui qui va vous diriger? Pourquoi est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est pas un peu étonnant en fait? Et donc du coup, voilà, c'est un petit peu comme les lettres persanes qui arriveront plus tard, mais c'est un petit peu cette logique de se regarder par le prisme d'une autre culture, d'une autre manière de faire, pour se demander si nos pratiques ne sont pas tout aussi, voire plus étonnantes. Et je me souviens plus exactement du texte, mais Montaigne est assez ironique puisqu'il dit en quelque sorte que à quoi bon s'intéresser aux mœurs de ces personnes puisque de toute façon ils ne portent pas de jupons, enfin ils ne portent pas de vêtements. Et bien évidemment, donc c'est ironique, c'est pour dire que plutôt que de les juger simplement parce qu'ils ne s'habillent pas de la même manière et qu'ils sont torse nus, eh bien peut-être qu'on devrait les prendre au sérieux en fait. Et donc sur cette dernière thématique qui était la culture, on en arrive à la fin de Montaigne et donc à l'influence qu'il a eue ensuite sur la pensée, sur la littérature française et plus généralement sur la littérature internationale et particulièrement anglo-saxonne. Donc il a eu une influence qui est très très forte sur des penseurs, notamment Francis Bacon, Descartes, Nietzsche, comme je l'ai dit, hein, c'est assez rare, donc il faut le noter lorsque Nietzsche
je vais pas dire non plus fait une éloge, mais en tout cas a une pensée qui est plutôt positive par rapport à un auteur, il faut le souligner parce que c'est plutôt rare. Donc Montaigne a cet honneur. Et puis de manière plus contemporaine, alors souvent c'est une influence qui est implicite, c'est-à-dire que c'est assez rare les auteurs qui se réclament ouvertement de Montaigne. Ce que l'on va plutôt constater, c'est que la pensée de Montaigne sous-tend ou se retrouve plutôt dans ce qu'ils disent. Et donc la pensée de Montaigne, notamment voilà l'idée qu'il y a un relativisme culturel, l'idée qu'on doit être tolérant en matière de religion, en matière de pratique, etc. Puis dans des mouvements encore plus contemporains, comme le féminisme, etc. Alors je ne veux pas non plus faire d'anachronisme, hein. Je suis bien conscient, je ne dis pas que Montaigne c'est un penseur féministe, post-moderne, etc. Voilà, ce que je dis simplement, c'est qu'on peut retrouver un petit peu de l'influence de Montaigne dans des pensées qui sont plus contemporaines. Et aujourd'hui encore, hein, si on lit les essais, si on picore un peu dans les essais, si on rentre dans les essais, dans les chapitres, etc., on peut voir qu'il y a plein de pensées, il y a plein de réflexions qui sont d'actualité, parce que c'est une pensée qui est honnête, c'est une pensée qui se regarde soi-même. Montaigne, il n'hésite pas finalement à tout commenter presque en fait, les petites choses comme les grandes choses, et c'est pour ça que c'est intéressant. De la même manière, je veux pas non plus dire que Montaigne a inventé l'inconscient, mais cette idée que le corps, que les passions nous animent, et que c'est pas l'esprit, c'est pas l'âme qui dirige tout, ça c'est assez intéressant aussi, et puis ça sera vraiment très très développé par la suite. Donc voilà, encore une fois, il y a plein de choses qu'on retrouve chez Montaigne, qu'on retrouvera par la suite dans d'autres mouvements et chez d'autres auteurs. Et voilà, encore une fois, bon, Montaigne, non seulement c'est intéressant parce que c'est une écriture qui est dynamique, qui est fluide, il parle de plein de choses et puis de plein de thèmes différents, donc on peut vraiment rentrer et sortir de Montaigne comme dans un moulin presque. Mais voilà, peut-être pour ceux qui souhaitent avoir une pensée qui est contemporaine, c'est également un auteur qui est intéressant par rapport à ça. Donc pour terminer cette petite présentation, comme la dernière fois, voilà, quelques petites questions. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, bah, vous pouvez mettre sur pause, essayez de vous poser ces quelques questions, parce que ça permet comme ça de... c'est pas une interro, hein, de toute façon, vous ne serez pas noté, mais ça permet de solidifier un peu les connaissances lorsque on se teste juste après avoir appris quelque chose. Donc voilà, je vous invite à le faire. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez juste passer, et ensuite on passera à la conclusion. Donc si vous avez mis sur pause et que vous vous êtes posé ces quelques questions pendant quelques minutes, je passe aux réponses. Donc quel est le livre le plus célèbre de Montaigne? Bon bah c'est Les Essais. Qu'est-ce que Montaigne a écrit sur l'amitié? Alors vraiment avec solidifié à partir de son amitié avec la Boétie, hein, bah, il a souligné son rôle dans le développement personnel et le bien-être émotionnel, et puis peut-être du coup que ce manque, ça se reflète ensuite par cette nécessité d'écrire les essais, hein. D'une certaine manière, peut-être que heureusement que la Boétie est mort, sinon peut-être qu'on n'aurait jamais eu les essais de Montaigne. Quelle était l'opinion de Montaigne sur la mort? Eh bien, il a rejeté l'idée que la mort devrait être crainte ou évitée à tout prix, et il a soutenu qu'elle devrait être considérée comme une partie naturelle de la vie, vraiment quelque chose qui doit nous habiter, on doit être intime, on doit être presque... La mort, ça doit être une pensée commune, et donc on ne doit pas être surpris, on ne doit pas être angoissé à son idée. Quelle était la principale critique de Montaigne envers le système éducatif de son époque? Eh bien, c'est qu'il se concentrait principalement sur la mémorisation plutôt que sur la compréhension et la réflexion critique. Donc, encore une fois, hein, tout ça, ça mène au dogme, ça mène à une pensée qui est dangereuse presque, parce que le dogme, ça peut mener à la cruauté, et c'est vraiment quelque chose que Montaigne rejette. Donc, tout ce qui peut mener à ça, eh bien, il faut l'éviter. Et enfin, qu'est-ce que Montaigne a écrit sur la religion? Eh bien, il était sceptique quant au dogme religieux et à l'autorité de l'Église, et a soutenu que la religion devrait être une affaire personnelle. Et donc, pour conclure, on peut dire que Montaigne il a exploré une grande variété de sujets, de la nature humaine à la politique, en passant par l'éducation et la religion, et des choses bien plus anodines, même par exemple les douleurs qu'il a aux pieds, ce qu'il a mangé, la façon dont il se sent, etc. Vraiment, voilà, la pensée de Montaigne, c'est une pensée qui est sur soi, honnête. Il essaye de se regarder de la façon la plus lucide possible. Donc son scepticisme et son humanisme ont influencé la pensée philosophique et littéraire de l'époque moderne, et continuent d'influencer la pensée contemporaine. Donc on peut vraiment retrouver un petit bout de Montaigne dans plein de choses, dans la littérature française, dans la littérature anglo-saxonne. Hein, vraiment, il a eu une très très grande influence sur des auteurs, par exemple, comme Shakespeare, Bacon. Les essais de Montaigne ont été largement lus et appréciés pour leur style d'écriture personnel et accessible, ainsi que pour leur contenu riche et complexe. Donc c'est vraiment une pensée qui est intéressante, qui est foisonnante, il y a plein de choses, il y a plein de thèmes. Je vous invite vraiment à vous y plonger, à rentrer dans un chapitre, à y sortir, à passer à un autre, etc. C'est vraiment une pensée qui est intéressante.
Et donc en explorant la diversité et la complexité de la nature humaine, Montaigne nous a encouragés à être ouverts à de nouvelles idées et perspectives et à embrasser notre évolution personnelle. Donc c'est une pensée encore une fois qui est mouvante, qui change, il n'hésite pas à reconnaître, il n'hésite pas à changer, il n'hésite pas à évoluer, hein, ça se ressent bien dans l'écriture des essais, il y ajoute des notes, et ça ne veut pas dire que ce qui est écrit avant, c'est à supprimer, c'est à oublier, ça veut dire que on évolue, notre pensée évolue, finalement tout change, et soi-même en particulier. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de Montaigne. J'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, je prétends pas être l'expert absolu de Montaigne, hein, mais j'espère qu'avec ces petites diapositives, avec cette petite présentation, eh ben, je vous aurai donné un petit peu envie d'aller lire Montaigne et de vous intéresser à sa philosophie. Donc a priori, le prochain cours portera sur Spinoza. Ça devrait à peu près être dans 2 semaines, le temps que je me replonge un petit peu dans Spinoza, dans les commentaires, dans tout ce que je peux regarder par rapport à Spinoza. Donc voilà, ça va être 2 semaines pleinement spinozistes. Je vous retrouve d'ici là sur Twitch ou sur YouTube. Donc je vous invite à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos. Et puis, encore une fois, j'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser à Montaigne. A plus!